Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'une nouvelle épreuve flandrienne, la plus wallonne des flandriennes avec le Sama. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve qui est atypique parce que avec un final pas facile. C'est une course en circuit qui se rapproche le plus, je dirais, de Paris-Roubaix avec maintenant le Grand Prix de Denain, mais quand le Grand Prix de Denain il n'y avait pas de pavé. Eh bien, c'était le Samin qui était, on va dire, la seule course avec des pavés plats, quasiment. Donc, c'est ce qui se rapproche, on va dire, le plus. Parce qu'il y a un peu moins de dénivelé quand même que sur les autres classiques belges, flandriennes. Et puis cette année, en plus, on a eu plutôt une belle édition du parcours du Samin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On fait le Samin aujourd'hui, il y aura Kurn-Bruxelles-Kurn, ça sera soit ce soir, soit demain. Je vais certainement l'enregistrer ce soir, mais peut-être que ça sera monté demain. Il y a le tournoi destination, je ne sais pas si ça sera ce soir ou demain, je pense que ça sera plutôt demain également. UAE Tour, donc voilà, il va y avoir pas mal de contenus qui vont arriver dans les heures et dans les jours à venir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rajouter la petite cloche, à mettre toutes les notifications. Vous pouvez mettre un super thanks pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également aller sur Spotify, EPS 2.0, TikTok également. Du côté de ce Samin 2023, c'est la 55e édition du Samin, donc toujours ce parcours autour de Dour. C'est toujours le même parcours final, hein. Ça fait depuis des années que c'est, on va dire que moi j'ai toujours connu ce parcours-là à l'arrivée. Donc il y a un parcours qui est toujours très particulier puisque vous avez donc des secteurs qui sont pas extrêmement pentus. Alors il y en a un qui est un peu plus pentu que les autres. Et le dernier secteur en fait ressemble vraiment à un secteur de Roubaix et il est très sale. Parce qu'il y a une entreprise de travaux publics qui est pas très loin. Donc il faut toujours se méfier du dernier secteur qui est pas si facile que ça. Et puis ce dernier kilomètre en faux plat montant, le sprint du Samin, c'est toujours un sprint particulier qui convient pas à certains coureurs parce qu'il y a une question de placement, mais il faut vraiment pas sortir trop tôt sur le sprint du Samin. Il faut vraiment en sortir très tardivement. Donc belle édition du Samin cette année. On a eu plusieurs tentatives dans le final, dont un groupe de 20 qui s'est transformé ensuite en groupe de 6. Un groupe où on avait notamment Dries de Bond, Stan de Wulf, Jente Biermans du côté de Arkea. Donc ça a été vraiment une belle tentative, bon, qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas été au bout, hein. Ils se sont repris à 5 km de l'arrivée, hein, vraiment dans le retour sur Dour, à cause un peu d'une mésentente dans ce groupe-là. Et derrière, on a encore eu une mauvaise journée pour la Soudal Quick-Step. Et puis des coureurs qui ont aussi à s'en sortir et qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là aussi. Donc il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce Samin, même si je pense que ça sera quand même un peu plus court que par rapport au Mlut et Nieuwsblad. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette course. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, les coureurs qui ont performé aujourd'hui du côté du Samin. On commence par le vainqueur du jour, Milan Menten. Moi j'avais dit Milan Menten chez l'Autodestiny, belle recrue. Belle recrue parce que c'est un coureur qui pour moi méritait de monter dans une équipe un peu supérieure à Bingol. Et il avait quand même eu quelques résultats intéressants chez Bingol. De là à ce qu'il gagne le Samin, fallait quand même pas déconner non plus. C'est-à-dire que pour moi, Milan Menten, j'avais dit, tiens, pour un train pour Arnaud Delis, ça peut être vraiment intéressant. Et là, il a joué sa carte et ça récompense tout ce qu'a fait l'Autodestiny sur cette journée. Winter Kampenhardt, vous avez Jarne van de Paar, Florian Vermersch, tous ces coureurs-là qui ont été très présents à l'avant de la course, qui ont fait beaucoup de boulot à l'avant de la course, notamment Kampenhardt dans l'échappée. Et ça récompense la course offensive qu'a voulu mettre en place la Lotto-Destiny. Et ça fait quand même 3 courses qu'on voit beaucoup, enfin de flandrienne, hein, c'est la 3e flandrienne. Après Umloot, Kurn et voilà, le Samin c'est la 3e. Et c'est quand même
bien mieux que les années précédentes du côté de la Loto sur ce type de course-là. Parce que j'ai encore dit il y a quelques années, c'est vrai que la Loto, vous voyez Greppel dans l'année où il y avait une attaque de Tim Wellens, et puis voilà. Schématiquement, c'était un peu ça leur classique flandrienne. Là, vraiment, ils sont beaucoup plus présents dans le final de la course. On en avait parlé, mais il n'y avait pas qu'Arnaud Delis qui avait performé sur le Het Nieuwsblad et l'équipe avait plutôt été intéressante, même si j'avais dit que l'équipe est moins solide que la Jumbo, que peut-être la Quick-Step. C'est quand même une équipe qui est intéressante, et là l'Auto-Destiny vraiment omniprésent aux avant-postes de la course. Vraiment, si vous avez regardé comme moi les 2 dernières heures de course, ils ont vraiment été très très présents, et vraiment ils se sont pas fait avoir. Donc belle performance du côté de la Lotto Destiny, et belle victoire de la part de Milan Benten. Première victoire sous ces nouvelles couleurs de la part du côté de la Lotto Destiny. Et puis ce qui est surtout intéressant du côté de Milan Benten, c'est que pour moi c'était vraiment un sprinter, mais vraiment un pur sprinter, et un peu un sprinter, je dirais à la Pierre Barbier. C'est un coureur qui aime pas trop quand il y a de la course, c'est-à-dire un coureur qui est performant quand on est sur des courses où il n'y a pas trop de bagarres, où il n'y a pas trop d'opposition. Et là, il montre vraiment qu'il est capable d'être performant sur des courses beaucoup plus difficiles. Et c'est ce qu'il avait fait en début de carrière, parce qu'en début de carrière, il fait 5e de Paris-Bourges en 2018, donc lors de sa première année chez les professionnels quand il est chez Sport Vlaanderen Baloise. Il fait également 2e du Grand Prix Criquet-Lyon en 2019, 2e de Paris Tour Espoir en 2017, 4e du Tour du Limbourg en 2022, pareil sur la Johan Museeuw Classique en 2022, 3e d'une étape du Tour de Wallonie. La Flamme Ardennes Classique, il avait fait 5e également en 2018. Paris 3 également, 3e de Paris 3. Donc on voit que c'est un coureur qui a quand même déjà eu des résultats, mais c'est vrai que moi quand je l'avais vu chez Bingoal, c'est pas forcément là où il m'avait impressionné, et ça fait du bien de le voir chez l'Auto Destiny, et je pense que c'est un coureur qui peut vraiment très très bien exprimer son potentiel sur cette course. Prochaine épreuve pour lui, c'est l'Albert Artes Profond van Drenthe. Nocture Corseux, après derrière, la Breden Corsair Classique, E3, Volta Limbourg Classique, également le 1er avril. Donc des épreuves intéressantes, ou des épreuves où il peut également faire des très très bons résultats. Il sera peut-être également obligé de travailler pour Arnaud Delis, également en Milan Benten, sur certaines de ces épreuves. Et moi je pensais qu'il était un peu plus âgé que ça, mais il a que 26 ans. Milan Benten, il est du 31 octobre 96. Donc c'est encore un coureur qui a... moi je pensais un peu plus vieux, je pensais plutôt qu'il avait 29-30. Donc c'est un coureur qui a de belles années encore devant lui. C'est un coureur qui peut vraiment bien progresser. Pas très grand gabarit, 1m74 pour 68 kg pour Milan Benten. Je poursuis, Hugo Hofstetter. Quand je parlais de sprint atypique sur le Sama, il en est la confirmation. Hofstetter, il a toujours été très performant sur ce sprint. Hugo Hofstetter, et là il confirme que c'est un style de sprint qui le convient bien. Avec la 2e place, il aura presque même des regrets, parce que je pense qu'il avait la possibilité de faire presque mieux que 2e. Je pense qu'il aurait pu gagner la course, mais vous savez, c'est le gros problème aujourd'hui de Hugo Hofstetter, c'est qu'il est souvent placé mais rarement gagnant. Hugo Hofstetter, seulement 3 victoires dans sa carrière à 29 ans. 2e année chez Arkea, pour le moment en fin de contrat, mais c'est la 2e fois qu'il est 2e. Il a déjà remporté également le Samin dans sa carrière. Lui aussi un coureur qui aime ce type de course, et qui monte un petit peu en puissance. C'est vrai que sur le Tour de Lander, on l'avait assez peu vu, seulement une 8e place lors de cette course. Tour de l'Algarve, on ne l'avait pas vu non plus. Là, voilà, c'est son premier top 5 de la saison pour Hofstetter. J'espère qu'il en appellera d'autres. Lui aussi, il aura un beau programme au mois de mars, notamment le Grand Prix Criquet-Lyon, le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, le Grand Prix de Denain également, Corsair Classique, le Tour de Catalogne, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Voilà, on sait que c'est un coureur qui aime ce type de course-là, et puis ensuite il ira se préparer peut-être pour le Tour de France.
Mais vraiment une belle performance pour Hugo Hofstetter qui vraiment a fait une très très belle course. Et puis là aussi, belle course de Arkea, c'est-à-dire qu'on voit Jente Biermans, on voit Mozzato également dans le groupe de 20, c'est-à-dire qu'ils ont tenté à plusieurs reprises Arkea. Ils se sont vraiment montrés à l'avant de la course, ils n'ont pas attendu le sprint, non, ils ont tenté de faire des bonnes choses. Et c'est vrai que quand vous regardez le collectif de Arkea sur cette course, c'est quand même intéressant. David Decker, Mozzato, le Danois, Mathis Lebert, Hofstetter, donc Alan Rioux, Jente Biermans. Et Jente Biermans, c'est aussi une très belle recrue pour Arkea, parce que pour l'instant, il fait vraiment du très très bon travail. Hofstetter, qui fait toujours du bon travail, Mozzato aussi. Enfin, voilà, ils ont une belle équipe pour ces courses-là quand même, cette année Arkea. Donc ils peuvent vraiment avoir des ambitions. N'oublions pas Mathis Louvel aussi, qui n'était pas présent. Enfin voilà, ils ont une belle équipe flandrienne. Je continue avec GoSport. Vous allez me dire, mais pourquoi je cite GoSport là, qu'il n'y a aucun coureur dans le top 10? Eh bien parce que j'ai trouvé que cette équipe, elle s'est vraiment montrée. Ils étaient vraiment présents dans le final. Et ça c'est bien, notamment avec Reit Herm, Samuel Leroux également qui a tenté. Et c'est important pour Norman Vatra aussi, à un moment qu'on a vu du côté de GoSport, Roubaix, Ligne Métropole. Et c'est quand même pas si facile que ça pour cette équipe, parce que déjà le Samin c'est quand même une épreuve d'un beau niveau. C'est une épreuve voilà quand même 1-1, donc c'est une épreuve où on a des bons coureurs au départ de cette épreuve. C'est surtout pas facile pour GoSport parce que la situation économique de l'équipe est très précaire. Je rappelle que le sponsor GoSport est impliqué dans une faillite, notamment au niveau judiciaire. Il y a des gros soucis au niveau judiciaire. C'est une entreprise en fait qui appartient au groupe où il y a Camailleux, où vous avez Gap également qui est dans ce groupe-là et qui est en difficulté. Vous avez plein d'entreprises du textile. Les Galeries Lafayette également, ils avaient 20 Galeries Lafayette. Enfin voilà, c'est une entreprise qui va vraiment pas bien en ce moment. Roubaix Ligne Métropole n'a pas touché d'argent sur l'année 2023 et on ne sait pas si l'équipe va aller au-delà de avril. Vraiment, il y a des doutes sur la capacité qu'aura cette équipe de faire toute la saison parce qu'encore une fois, financièrement, il manque d'argent. Réussir à faire la course qu'ils ont réalisée aujourd'hui, donc c'est-à-dire c'est l'équipe continentale qu'on a le plus vu, vraiment, ils n'ont pas eu peur de se montrer. Avec des conditions économiques qui sont vraiment très compliquées aujourd'hui pour eux, eh bien, je trouve que c'est vraiment une belle journée, un beau travail et on espère que cette équipe elle arrivera à faire du bon boulot pendant toute l'année parce qu'il y a des ambitions, on peut avoir des ambitions quand on a un effectif quand même plutôt de belle qualité du côté de GoSport et c'est vrai que la situation économique étant très compliquée, on espère que cette équipe tiendra toute l'année. Puis je termine avec une belle performance, c'est Pierre Gauthera, 7ème, 20 ans, Pierre Gauthera, il vient d'avoir ses 20 ans, il est de 2003, Pierre Gauthera. On en avait parlé de Pierre Gauthera quand j'avais fait la présentation d'AG2R parce que j'avais dit c'est plutôt surprenant qu'AG2R recrute un coureur aussi jeune avec pas forcément énormément d'expérience, mais ils ont bien fait de le prendre, ils ont bien fait de le recruter, Pierre Gauthera, parce que 7ème place sur le Samin, c'est un coureur qui a déjà fait 10ème de la Primus Classique, 18ème de la Polynormande, 14ème de Paris Tour Espoir, 17ème également de Mini Gand-Wegaliem, 20ème du Grand Prix Criquet-Lyon l'année dernière. Donc c'est un coureur qui a des belles qualités et faire 7ème du Samin à 20 ans, c'est plutôt très intéressant pour un coureur de ce type, surtout au sprint. Il bat quand même des très bons coureurs. Il bat quand même Nizzolo, notamment sur le sprint. Il bat Mike Tennyson, il est juste derrière Søren Kragh Andersen et Mozzato. Donc c'est plutôt très très intéressant ce qu'a fait Pierre Gauthera. Donc voilà, belle performance du coureur français. On espère le revoir aux avant-postes. Pour l'instant, je ne connais pas encore son calendrier. Mais on avait des doutes sur le recrutement de ce coureur. 20 ans, c'est pas toujours facile. Il commence plutôt bien sa saison. Pierre Gauthera, avec cette 7ème place sur le Samin, c'est plutôt une belle performance de la part du coureur français qui, encore une fois, a seulement 20 ans. On passe tout de suite au bonnet d'âne.
Du côté des bonnets d'âne, eh bien, on commence avec la Soudal Quick Step. Course difficile pour la Soudal Quick Step, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je dirais qu'en ce moment, les classiques flandriennes se ressemblent un petit peu pour cette formation. Vous avez la chute de Fabio Jakobsen. Chute assez violente quand même, parce qu'à un moment on se dit est-ce qu'il va repartir Jakobsen vraiment? Il y a eu une grosse chute ensuite, donc il tombe pas seul en plus, hein, Jakobsen. Bien entendu, quand les malheurs arrivent souvent en escadrille. Vous avez Morkov également qui abandonne cette course, donc autant vous dire qu'ils avaient plus aucune chance en cas de sprint. Ils décident donc de faire une course de mouvement. Avec notamment Kasper Asgreen qui a été il attaque déjà même avant la chute de Jakobsen, sauf que Kasper Asgreen il se fait complètement avoir et il n'arrive pas à suivre le groupe de 6 et ça c'est un peu triste de sa part parce que ne pas réussir à suivre des coureurs comme se faire avoir, il se fait avoir surtout stratégiquement. Ensuite c'est l'enterrement de première classe et ça c'est un peu bête de ne pas avoir anticipé ça. Et puis après, derrière, la chute dans le dernier kilomètre. Grosse chute, hein, en plus, il fait un énorme plat-ventre. J'ai pas trop compris même comment il tombe. Il a l'air de tomber tout seul, vraiment. Il fait un énorme plat-ventre. On va voir s'il n'y aura pas des conséquences pour Kasper Asgreen. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. Et encore une fois, tu fais pas un grand Kurn. Tu fais pas un grand Etniesblad, que Kasper Asgreen, il a quand même couru de manière assez bizarre. On avait le sentiment du côté de Kasper Asgreen qu'il avait envie de prouver quelque chose à Patrick Lefebvre et à sa direction. La manière dont il a couru, c'est pas le Kasper Asgreen qui court de cette manière d'habitude. Là, il a vraiment couru d'une manière où on avait l'impression vraiment que l'objectif c'était de montrer à tout le monde, regardez, je sais encore faire du cyclisme, regardez, je suis encore très performant pour le cyclisme, je suis capable de faire vraiment d'encore de belles choses. C'est assez bizarre la manière de courir, et en plus il se fait avoir encore de cette manière. Encore une fois, quand le groupe de 6 il part, lui il n'est pas dans la roue. Et ça c'est un peu une erreur de sa part. Donc il en a beaucoup fait Kasper Asgreen pour au final ne pas gagner. Mais tu te dis que quand ils sont à 10 bornes de l'arrivée, il y a peut-être encore une chance, sauf que en fait non, parce que le premier Soudal Quick Step, il est au final très très loin. Le premier Soudal Quick Step, je vais le retrouver, c'est peut-être même c'est Stan Van Triech. Voilà, vu que Kasper Asgreen a abandonné, on l'a vu, il n'est pas reparti Kasper Asgreen. C'est même inquiétant le fait qu'il ne reparte pas. Mais bon, quand ton premier coureur c'est Van Triech, Semle fait 55e, Van Geluwe fait 56, que Morkov Jakobsen, Jurasek abandonne, Jurasek il est sur la chute avec Jakobsen. Vraiment ça fait c'est très inquiétant parce que encore une fois le Samin c'est pas la classique non plus flandrienne, la plus dure de l'année. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à performer sur le Samin, c'est quand même très très inquiétant pour la suite, pour cette formation. Donc je suis inquiet encore une fois pour Soudal parce que pour le moment on voit pas le bout du tunnel et on a du mal à savoir comment ils vont s'en sortir sur ces courses-là. Et encore une fois, ce sont des courses qui sont importantes quand même pour cette formation. Je continue et je termine avec les bonnets d'âne avec Uno X. Toujours à contre-temps Uno X aujourd'hui. Ils ont beaucoup roulé, mais souvent dans le deuxième peloton, souvent dans le deuxième ou troisième groupe. Ils sont complètement à voir quand Asgreen lance l'offensive à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, 50 km de l'arrivée, le groupe de 20-25 coureurs. Il n'y en a aucun Uno X dedans. Ça c'est un petit peu dommageable. Et puis ensuite ils sont obligés d'énormément rouler, mais ils sont toujours à contre-temps. Et quand tu es à contre-temps sur une course pavée, c'est le pire parce que tu gages de l'énergie pour pas grand chose. Tu essayes de rétablir une situation, mais au final quand tu la rétablis, tu as toujours un mec qui te contre derrière, donc tu es toujours en retard, toujours. Ils n'ont jamais réussi à vraiment rétablir la situation. Ils ont dû être aidés par des SM, être aidés par la Trek à un moment pour revenir. Intermarché a dû rouler également énormément, et ce qui fait que le premier coureur au Uno X c'est Jonas Abrahamsen 16e, et là aussi pas mal d'abandon chez Uno X.
notamment Alvorsen et Fradheim qui ont abandonné et ouais, premier coureur 16e, ensuite 32, 47, 59 et 60 au niveau du classement. C'est pas fantastique hein, de la part de Uno X et c'est dommage parce qu'on les a beaucoup vus, on a vu quand même une force collective. Mais on a surtout vu une force collective quand il fallait rétablir des situations et ils n'ont jamais réussi à vraiment créer du mouvement. Et ça, c'est un petit peu dommageable de la part d'Uno X. Bon, on les retrouvera sur d'autres courses. Hein. C'est aussi l'expérience qui rentre. Hein. Uno X, ça reste une équipe avec des coureurs qui ne sont pas très âgés, surtout des coureurs qui ne sont pas spécialistes de ces classiques, encore une fois, et qui n'ont pas énormément d'expérience sur ces classiques. Et le staff non plus n'a pas énormément d'expérience sur ce type de classiques. Donc c'est à prendre en compte aussi, hein. C'est pas forcément facile dans ce genre de situation. Donc faut prendre de l'expérience, mais c'est pas toujours facile à faire. Tiens, je suis en train de voir les abandons. Filippo Colombo a abandonné. Grosse chute hein, de Colombo, le cours de VTT, qui s'est pris vraiment une très très grosse chute. Le coureur. Et puis Hugo Page également qui a abandonné. Pour l'instant, Hugo Page. On attendait de voir ce que ça allait donner sur les classiques flandriennes. Hugo Page. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Hein. 110e du Het Nieuwsblad, abandon sur le Samin. Pour l'instant, c'est pas du grand Hugo Page qui doit faire Paris-Nice notamment et le Grand Prix de Denain. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'est pas dans le coup sur ces courses-là. Mais bon, il avait fait un gros début de saison en Australie. C'est peut-être aussi le contre-coup de son gros début de saison en Australie au mois de janvier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à réagir, à la chaîne surtout, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!